Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Serez-vous surpris de savoir que moi, je vais en déposer une à la fin de mon intervention, une motion de grief? Alors, Madame la Présidente, c'est ce dernier budget de la CAQ nous interpelle, nous porte à nous questionner sur la durée qu'il aura, parce qu'évidemment, avec la course à la direction du parti, bien, on se demande si c'est un budget, comme l'avait souligné mon collègue, qui s'auto-détruira dans les prochaines semaines. On a Bernard Drainville, le député de Lévis, le député de Sanguinet, qui se sont engagés un peu comme le Parti québécois l'avait déjà dit, à limiter les subventions, puis le bar ouvert en subventions. Sauf que on a un budget qui semble foncer tête baissée dans la même direction que les budgets précédents de la Coalition Avenir Québec, qui vient encore une fois consacrer un peu l'approche Fitzgibbon du budget, à savoir interventionnisme, subvention, ce qui n'est pas du tout dans la perspective du Parti québécois. De manière générale, Madame la Présidente, on a un budget qui résume bien les 8 dernières années de la Coalition Avenir Québec, où on se compare beaucoup avec l'Ontario, on essaie de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario. Or, notons que la croissance du PIB par habitant en Ontario a été négative, et la CAQ s'enorgueillit d'avoir battu la croissance économique d'un pays, le Canada, qui se situe pratiquement au dernier rang mondial en matière d'augmentation du niveau de vie au cours de la dernière décennie. Donc, moi, je vais prendre un moment pour parler peut-être plus précisément des dossiers qui me préoccupent, des dossiers que je porte dans ma formation politique, à savoir les familles, les CPE, l'agriculture, l'immigration et les affaires municipales. Je vais commencer par le dossier des familles. Dans le budget, on prévoit, Madame la Présidente, 846 millions de dollars sur 5 ans pour aider les familles à faire face au coût de la vie. Évidemment, les questions qu'on se pose sont comment va-t-on utiliser cet argent? Est-ce que ce seront des chèques, des crédits d'impôt? Est-ce qu'on interviendra sur le coût de l'épicerie, sur le prix de l'essence? Donc, le diable est dans les détails. Nous, on veut savoir de quelle façon cet argent-là va être utilisé. Parce qu'on est d'accord avec le fait que les familles au Québec sont confrontées à une hausse historique du coût de la vie, puis il va falloir intervenir, leur donner un peu d'oxygène aux familles québécoises. Plus précisément, dans le dossier des CPE, parce que ça fait partie des éléments qui touchent directement le coût, les défis auxquels sont confrontées les familles, le coût de la vie. On a appris que le gouvernement allait convertir 5 000 places de garderies non subventionnées en places subventionnées à partir de 2026-2027. Ça équivaut à 400 millions de dollars sur 5 ans. Alors là, je pense qu'il faut rappeler, malgré les lignes de presse de ce gouvernement, l'engagement pris en 2021 lors du grand chantier pour les familles, où l'objectif était très clair, c'était de marquer la fin des listes d'attente pour les places en service de garde d'ici le 31 mars 2025. Alors, le résultat est très clair. On compte plus de 30 000 enfants sur les listes d'attente du ministère de la Famille. On est encore loin du compte. La CAQ est non seulement en retard sur son objectif, mais elle arrive bien en deçà des cibles que s'était elle-même fixées. Le chantier de conversion à lui seul devait permettre de transformer 56 000 places non subventionnées en places subventionnées. Or, à la dernière mise à jour des données du gouvernement, un an après l'échéance du plan de 2021, on comptait moins de 10 000 conversions de places non subventionnées, ce qui fait que la CAQ rate sa cible de 46 000 places, et ce ne sont donc pas les 5 000 places qui ont été annoncées qui viendront faire la différence dont les familles québécoises ont besoin, justement au moment où elles sont confrontées à cette augmentation du coût de la vie et au fait aussi que souvent les deux parents ont besoin de travailler, puis à toute l'importance que les places en garderie, dans les CPE, peut avoir pour l'égalité des chances pour l'homme et la femme d'avoir accès au travail. Municipalité, 250 millions sur 5 ans pour soutenir les municipalités dans l'entretien et l'amélioration du réseau routier, 2 milliards 200 millions de dollars par année au financement des infrastructures municipales, 10 millions, ça c'est intéressant, 10 millions sur 5 ans pour soutenir la gestion durable des infrastructures d'eau. Ça veut dire 2 millions par année. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec 2 millions par année? Dans ma circonscription seulement, dans Arthabasca-l'Érable, il y a plusieurs municipalités, puis je sais que c'est la même chose partout au Québec, des municipalités qui font bouillir leur eau depuis des années et dont on sait que les investissements nécessaires pour pouvoir adapter ces infrastructures dépasseront largement les 2 millions de dollars.
Et c'est à la base de la pyramide de Maslow. C'est la base de tout. L'accès à l'eau, une eau de qualité. Au Québec, c'est pas une option en 2026. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec 2 millions de dollars par année pour soutenir la gestion durable des infrastructures municipales en eau? Il y a des municipalités partout au Québec qui sont touchées par ce problème-là. Et évidemment, nous, on croit qu'il va falloir en faire davantage. La situation est criante. Ça devrait vraiment être une priorité de ce gouvernement. Il va falloir revoir plus largement le pacte fiscal entre le gouvernement et les municipalités parce que on comprend que sans investissement, les municipalités ne seront pas en mesure d'offrir des services primordiaux, les services fondamentaux qui sont offerts par ce gouvernement de proximité. Et ce qu'on sait, c'est que les responsabilités qui incombent aux municipalités sont toujours plus nombreuses, mais le budget ne suit pas, le financement ne suit pas. Et il y a des défis importants. C'est le gouvernement, par exemple, si on parle des infrastructures, qui est confronté directement avec ce que ça représente, ces lacunes-là dans l'entretien, qui doivent gérer cette situation sur leur territoire, des infrastructures désuètes. Il faut revoir ce réflexe d'investir dans les nouvelles constructions. Il faut investir dans l'entretien davantage. Des fois, on a l'impression que c'est un peu moins sexy d'investir dans l'entretien. On aime mieux couper une banderole, inaugurer une nouvelle infrastructure, que ce soit en eau ou une route, ou peu importe. Mais il faut entretenir ce qu'on a. Et les municipalités sont aux premières lignes pour offrir des services à la population, des services essentiels. On parle d'infrastructures, mais on peut parler aussi des bibliothèques, des centres sportifs, des parcs et plus encore. Or, le budget ne suit pas. Donc, il va falloir donner des outils aux municipalités qui en ont besoin de façon urgente. Si je parle maintenant d'immigration, on constate que le gouvernement est fidèle à ses habitudes. La CAQ qui réitère ses demandes au gouvernement fédéral pour pouvoir rembourser le coût des services, entre autres pour les demandeurs d'asile. Il y a des gros montants qui ont été demandés au gouvernement fédéral, sauf que rappelons-nous que les coûts de 2024 n'ont pas encore été remboursés dans leur totalité. Mais ça, c'est une habitude qu'on a prise dans ce gouvernement, c'est la fameuse troisième voie. On demande à Ottawa, on se fait dire non et on prend notre trou, Madame la Présidente. On va mendier, finalement, on se fait dire non, puis on doit accepter ça comme réponse. Donc, en termes de leadership, il va falloir repasser. On nous indique aussi qu'il va y avoir 28 600 000 $ attribués pour maintenir les efforts d'intégration en emploi des personnes immigrantes. Encore une fois, la question, c'est de savoir comment, de quelle façon cet argent-là sera dépensé. On nous a dit, je me rappelle, avec ce gouvernement en 2018, on a fait campagne là-dessus. Pour ce qui est de l'immigration, on veut en prendre moins, mais en prendre soin. Bien, comment ça va se concrétiser tout ça 7 ans plus tard, même 8 ans plus tard? De quelle façon on va prendre soin des gens qui viennent ici puis qui ont besoin d'être accompagnés dans leur intégration? Encore une fois, on attend des réponses. Le commissaire à la langue française a présenté l'automne dernier un rapport extrêmement intéressant sur la situation de l'intégration au Québec. Moi, je serais curieux de savoir ce que le gouvernement va faire pour permettre cette intégration-là, accompagner entre autres les municipalités qui pourraient avoir un rôle à jouer dans l'intégration des nouveaux arrivants et qui auront besoin aussi de sous pour y arriver. Maintenant, secteur agriculture, agroalimentation, alimentaire. Je résume, 97 millions sur 5 ans pour favoriser le développement du secteur bioalimentaire, 95 millions pour accroître la compétitivité du secteur bioalimentaire, 2 300 000 pour instaurer la passation en charge immédiate pour les serres. D'abord, encore une fois, le diable est dans les détails. De quelle façon cet argent-là sera utilisé? Comment on va mettre en œuvre ces mesures? Quelles sont les stratégies pour développer le secteur bioalimentaire? Comment veut-il accroître, ce gouvernement, la compétitivité? De quelle façon c'est ce que les agriculteurs veulent savoir. Comment ce gouvernement est prêt à les aider? De quelle façon concrètement? Autrement, le budget était le dernier de ce gouvernement. En tout cas, c'est évidemment ce qu'on espère. Ça aurait été une belle occasion pour eux de démontrer l'intérêt qu'ils ont pour le secteur agricole. Or, c'est une occasion ratée. Premièrement, on ne retrouve rien dans ce budget pour aider le remboursement de la dette et offrir les meilleures conditions à la relève agricole, alors que l'endettement a augmenté de façon considérable au cours des dernières années. D'ici 10 ans, rappelons qu'il y a près de la moitié des producteurs agricoles actifs qui auront atteint l'âge de la retraite. Tout ça en tenant compte qu'au Québec, la hausse du prix des terres agricoles en 2024 seulement a été de 12,5 %. Imaginez être un jeune agriculteur ou
un jeune qui souhaite le devenir et qui est confronté à cette réalité-là, une machinerie dont les prix augmentent constamment, des terres dont le prix augmente constamment, des changements climatiques aussi qui font en sorte qu'on a des situations météo extrêmes pour lesquelles souvent ils ne sont pas assurés ou ils sont mal assurés. Il va falloir absolument bonifier les programmes d'appui à la relève. Il faut agir sur la spéculation et moderniser nos méthodes, adapter les aides financières aux nouvelles réalités des agriculteurs. Mais ça, malheureusement, on ne l'a pas vu dans le budget. Deuxièmement, je veux rappeler qu'il y a environ 29 000 entreprises agricoles du Québec qui génèrent plus de 52 000 emplois et investissent chaque année 1,7 milliard de dollars dans l'économie régionale. Et dans ce budget, on marque l'absence de nouveaux investissements structurants pour soutenir le développement des entreprises régionales. Troisièmement, ce qui concerne les prix de l'essence pour les agriculteurs, rien n'est prévu pour compenser la tarification carbone qu'ils payent depuis des années puis qui fait qu'il y a une concurrence déloyale avec le reste du Canada suite à la décision de ce gouvernement, le gouvernement de Mark Carney, d'abolir la taxe carbone, et qui fait qu'ici, on paie beaucoup plus cher pour les carburants qu'ailleurs. Avec le 1,3 milliard de dollars qui ont été réservés aux vainqueurs de la course à la chefferie, moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Si les bottines vont suivre les babines, puis s'il va y avoir une aide qui sera donnée aux producteurs agricoles dans ce contexte. Quatrièmement, le budget ne propose aucune mesure pour moderniser le remboursement, présentement insuffisant par rapport aux contributions des agriculteurs au fonds d'électrification et de changement climatique, parce que c'est ça aussi l'enjeu. S'il y a un marché du carbone qui rapporte, il faut au moins s'assurer que les agriculteurs reçoivent à la hauteur de ce qu'ils contribuent. En ce moment, c'est 44 du financement fait par les agriculteurs qui leur revient. Nous, on croit que ça doit être minimalement 100 et même davantage, considérant que les agriculteurs, les producteurs agricoles sont aux premières lignes des changements climatiques, doivent s'adapter constamment à ces changements-là. Donc, on doit les accompagner, on doit leur venir en aide et reconnaître encore une fois l'importance du secteur pour le Québec. Ce sont les gens qui nous nourrissent. L'importance du secteur pour l'économie puis pour l'occupation du territoire. Finalement, je suis dans l'obligation de noter qu'aucun montant du budget n'est attribué au remboursement de la dette agricole, comme je l'avais évoqué un peu plus tôt, qui, en 2024 seulement, s'élevait à 32 milliards de dollars et qui ne fait qu'augmenter. Les jeunes, la relève agricole s'endettent toujours davantage. C'est un gros problème. Des agriculteurs qui sont pris à la gorge. Le gouvernement va devoir présenter des mesures structurantes et on n'a pas retrouvé ça dans ce budget. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était le punch, mais je pense qu'on s'y attendait un peu. Madame la Présidente, je suis dans l'obligation de présenter une motion de grief. Alors, si vous me le permettez, je vais présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ pour son incapacité à offrir un soutien financier adéquat à nos agriculteurs. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.